Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas et j'accompagne les particuliers et les entreprises dans leur gestion de carrière. Ce qui me passionne avant tout, ce sont les parcours atypiques. Je suis convaincu que faire les bons choix professionnels, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. La mission de ce podcast, c'est de moderniser la gestion de carrière, avec des invités et des conseils qui sortent un peu des sentiers battus. Je vous souhaite une très bonne écoute. Ça y est, c'est écrit partout, nous sommes en direct. Bienvenue, Yannick Raffnel. Bonjour. Bienvenue au micro de Trouver sa voie. Comme d'hab, je vais être très impoli, je vais commencer par introduire l'épisode avant de te repasser le micro. Juste, j'espère que tu es en forme. Tout va très bien et ravi d'être avec vous, absolument. Bon, super, on va être assez nombreux ce matin. C'est un peu une première, parce que pour une fois, j'ai communiqué. Et donc, je crois que vous serez une petite centaine à nous rejoindre. Mais bon, on va revenir là-dessus. Intro du podcast. Merci de votre fidélité à tous, à toutes. C'est top, la tournure que ça prend. Merci pour vos feedbacks de plus en plus nombreux. On a plein d'invités inspirants qui arrivent dans les mois qui viennent, comme je l'avais annoncé la semaine dernière. Et je voulais juste annoncer un petit feature en plus, c'est que j'ai rajouté un lien dans la description du podcast, un lien sur lequel vous pouvez poser maintenant vos questions, n'importe quelle question. Si vous avez un sujet de carrière, un problème, si vous rencontrez une difficulté, vous pouvez poser votre question, c'est anonyme, et moi j'essaierai d'y répondre pendant un épisode. Donc voilà, n'hésitez pas, ce lien est là pour vous. Posez vos questions sans tabou, sans chichi, et puis dans la mesure du possible, que ce soit avec un invité ou en solo, j'essaierai d'y répondre le moins mal possible, même si ce sera forcément un peu approximatif si on n'est pas avec vous en direct. Voilà, ce lien il est dans la description, et n'hésitez pas à en user et à en abuser. Voilà pour le podcast. Une fois de plus, bienvenue Yannick, j'ai voulu te recevoir aujourd'hui parce que de nombreuses personnes, dont moi, se posent la question de comment préserver son boulot face à l'intelligence artificielle qui, tout le monde le dit, va remplacer une partie de nos jobs. Yannick, juste avant de lui passer le micro, je voulais vous le présenter. Il a plusieurs casquettes. Il se définit comme un assemblier et un décapsuleur de tête. Alors, et si ça peut paraître un peu étrange comme ça de prime abord, quand on comprend mieux ce qu'il fait et son parcours, ça prend sens. Et ce qu'il fait aujourd'hui, Yannick, c'est 3 choses principalement. C'est qu'il dirige une boîte spécialisée en digital learning qui accompagne d'autres structures dans leur stratégie. Il est président de EdTech France et il a cofondé le Learning Show qui est un rendez-vous avec tout plein de gens qui s'intéressent au futur de la formation et de l'apprentissage, si je ne dis pas de bêtises. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Ouais. Ce sont des morceaux de puzzle qui s'assemblent bien. Oui. Voilà, j'en ai déjà trop dit. Le but, c'est d'avoir ton retour, Yannick, d'avoir tes insights. Donc, je te repasse le micro et si tu le veux bien, je te laisserai bien te présenter de façon un peu plus profonde que ce que j'ai fait là en surface. Et bienvenue parmi nous. Ouais. Moi, ce qui m'a accroché dans ton approche, c'est trouver sa voie. Je le dis souvent, j'ai eu 14 métiers différents. Et un de mes métiers, à un moment donné, a été de faire de l'outplacement, donc d'accompagner des personnes qui étaient en train de se poser des questions sur leur carrière, souvent parce qu'ils étaient aussi victimes d'un plan social, et les aider à rebondir. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours passionné, et en tant que pendant plus de 10 ans, maître de conférence en sciences de l'éducation, dans une filière qui s'occupait déjà de l'usage du digital, eh bien, ce qui me passionnait, c'était la professionnalisation des étudiants, et donc leur interaction avec le milieu professionnel, avec c'est bien de faire des études, mais à quoi ça sert et comment est-ce qu'on va réussir à trouver sa place. Donc vraiment, c'est quelque chose depuis 30 ans qui m'a toujours animé, et qui fait que je lâche pas le morceau, parce que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que cette question de du développement des compétences, mais au-delà de ça, de qu'est-ce que devient l'humain dans le monde social, de l'économie, mais de réalisation de soi, euh, et qui est directement lié à la question de la formation, et la technologie qui, elle, est en permanence
en train d'évoluer, eh bien, 2 choses aussi fortes, eh ben, ça crée, une émulation, en tous les cas intellectuelle, et un sens social qui fait que, il y a 30 ans après toujours autant d'enthousiasme, et d'envie d'amener, et un éclairage et de pouvoir le partager avec tout le monde. Donc, voilà, j'ai été, d'abord psychomotricien, puis, avec, un outil, le théâtre, directeur d'acteurs, mais j'ai été, très vite aussi ingénieur commercial informatique, en achetant mon premier Mac, à la sortie, du Mac SE, en 1983, et créer ma première boîte, en dessinant des vêtements, dans le sud-est asiatique que je faisais, fabriquer, et après devenu, formateur, devenu, créateur de ma première entreprise. On n'appelait pas ça de la EdTech, parce que EdTech, ça veut dire Education et Technology. Mais, dans les années 90, eh bien, on faisait on n'appelait pas ça non plus du digital learning, on faisait, du multimédia pour la formation. Et oui, je créais des dispositifs de formation avec des CD-ROM, puisqu'il n'y avait pas encore internet. Mais ce qui est passionnant, c'est que les questions qui se posaient à l'époque auprès, des utilisateurs de ces formations, et pas simplement des utilisateurs, mais aussi de tous les relais, les formateurs, les responsables formation, les responsables d'organismes de formation, eh bien, ils étaient dans les mêmes questions que les questions qui se posent aujourd'hui. C'est-à-dire: «Ah! Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Oh là là! Mais attends, mais le CD-ROM va nous remplacer, parce que le savoir d'un formateur va être mis sur un CD-ROM et les gens vont se former tout seuls avec, un classeur et un CD-ROM sur l'ordinateur. Qu'est-ce qu'on va devenir?» C'est fabuleux. C'est les Ouais, mêmes questions qui se posent aujourd'hui. c'est une belle intro et c'est vrai que j'ai bien l'image de maintenant que tu le dis, quand on a commencé à passer sur du learning avec, DVD, CD et tout ça. Et pourtant ça, en fait, ça n'a fait qu'améliorer la formation et le métier de formateur, j'ai le sentiment. Eh oui, et ça fait transformer la place de formateur, et on va en reparler plein de fois, parce que quelle est la place de l'humain? Bah, parce que, c'est l'humain versus la techno. C'est comment est-ce qu'on fait cohabiter ça? Est-ce que ça se est-ce que ça s'oppose, ou est-ce que, au contraire, ça permet d'aller se recentrer sur ce qui est irremplaçable? Mais d'ores et déjà, je peux donner des choses que j'adore, expliquer. C'est que ce fantasme de la techno qui remplace l'humain, c'est quelque chose qui existe depuis, mais déjà très, très, très longtemps. J'adore, quand je fais une conférence, aller projeter un visuel de 1900, parce que, oh, vous avez peut-être déjà vu repasser ça. On a tous vécu, le passage à l'an 2000, mais il y avait eu le passage des années 1800 à 1900. Et quand on est rentré en 1900, les journaux à l'époque étaient remplis de dessins où on se projetait à l'an 2000, et tout le monde allait, imaginer ce que ça serait, le transport à l'an 2000. Les Et voitures il y a volantes. voilà, et il y a un croquis fabuleux sur ça sera quoi l'école à l'an 2000. Et j'adore ça, parce que c'est un fantasme qui perdure encore. L'école à l'an 2000, donc l'éducation, la formation à l'an 2000, telle qu'on la voyait en 1900, c'est une salle de classe dans laquelle il y a des enfants. Ces enfants ont un casque sur les oreilles, comme toi en ce moment. Et alors bon, il ressemble plus à un casque, allemand, un casque de guerre, mais c'est pas grave. Ouais. Le principe, il est là, il est sur les oreilles. Tous les casques sont avec des tuyaux, et tous ces tuyaux vont jusqu'à une machine qui est posée sur l'estrade, où l'instit met des bouquins à l'intérieur d'un gros hachoir, et le savoir symbolisé par les bouquins est déversé dans la machine, qui transmet directement aux utilisateurs. OK? Ce fantasme que la question de la transformation de la formation, ça soit simplement la question de la médiatisation via une machine, eh bien, en 2024, la plupart des dirigeants, des financeurs, de
tous les systèmes d'éducation et de formation pensent, en sont restés là et pensent Ouais. encore que c'est ça la question. C'est comment on va se servir de la machine pour que les gens se forment tout seuls. Mais on a été nombreux aussi à passer par les générations où on imaginait qu'il suffisait de se coucher le soir en écoutant une cassette d'anglais avec la méthode Assimil et qu'on allait se réveiller en sachant parler anglais, hein. On nous l'a vendu comme ça, hein. Ou encore une fois, ben, on imaginait qu'apprendre, c'est quelque chose de passif. C'est, ben voilà, il y a du savoir qui a été mis sur un média et on le transmet et les gens se forment. Si c'était ça, eh ben, le monde aurait changé depuis longtemps, mais Mmh. cette vision-là, elle est totalement fausse et ça fait partie des mythes à déconstruire et surtout, de toutes les personnes à qui il faut maintenant expliquer que, ben, non, se former, c'est pas ça. Non, la techno, c'est pas fait pour remplacer les gens, et ça ouvre la porte à plein d'autres choses. Bah, c'est une intro, positive tout ça. Le challenge de cet épisode, c'est 2 choses. Déjà, ça va être de tenir dans les 3 quarts d'heure qu'on a prévu. Ça, c'est le premier. Mais, on est ici sur un podcast donc de gestion de carrière. Peut-être que certaines personnes nous rejoignent sur LinkedIn en direct et découvrent ce média. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'amener chaque semaine des conseils pratico-pratiques pour mieux gérer notre carrière. On est censé être, on est invité à être entrepreneur de notre vie. On n'a pas toujours les outils pour être entrepreneur de notre vie. Et donc ici, c'est notre intention, c'est de donner des moyens concrets pour que, en tenant compte de ce que tu dis, qui est déjà, il y a une image qu'on se fait et puis il y a la réalité, mais sur la réalité que tu vas nous dépeindre, comment est-ce qu'on peut, nous, être spécifiquement acteurs et moteurs et épouser ce virage technologique plutôt que de le subir? Ça va être notre challenge d'essayer d'être pratico-pratique dans notre approche. C'est l'angle qu'on a choisi pour aujourd'hui et la 1re question que je voulais te poser, Yannick, c'était au fond, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu observes toi, de là où tu es, pas seulement dans la formation, mais dans la transformation des métiers? Ouais. Hem, Qu'est-ce qui fait qu'on se pose cette question, tu vois, aujourd'hui, en gros? Alors, ouais, ouais, ce qui est certain, c'est que, ce slogan, hein, lancé dans les années 80, par quelqu'un qui était visionnaire autour de «Il faut maintenant, vraiment avoir compris que, on se forme tout au long de la vie». Parce que cette formation tout au long de la vie, c'est une réalité. L'obsolescence des compétences, hein, maintenant, qui dure entre 3 mois et 3 ans maximum. C'est plus Mmh. se former n'est plus une option, c'est une obligation. Parce que si on le fait pas, eh bien, on sort de l'employabilité, on sort de ce qui est demandé par les entreprises. On est à côté de la plaque. Donc, se former, c'est au cœur de la transformation de l'individu dans la société. Euh, on a été très déformés là aussi, c'est que nombreux sont les personnes qui ont été traumatisées entre guillemets par leur cursus scolaire, parce que la formation, elle s'est souvent résumée en une évaluation de la formation, une évaluation du savoir, une évaluation de la maîtrise de quelque chose. On est bon, on n'est pas bon, on a le diplôme ou on l'a pas. Donc la sanction, tout ce qui est autour de ça, ce qui est absolument antinomique avec le moteur que l'on porte tous depuis la naissance, qui est que apprendre, se former, c'est quelque chose d'extraordinairement jouissif. Que on porte tous cette envie d'apprendre, cette envie de savoir plus, de se débrouiller, de réussir à faire des choses et de repousser les limites. Et un des gros enjeux, c'est de casser ce modèle-là aussi. Et donc, tous les modèles classiques qui ont été mis en place dans la formation le soir, la formation, mais avec plein de boîtes, plein le CNAM, avec par exemple tous ceux qui ont essayé d'aller développer tout ça, ont souvent été rattrapés aussi par cette obligation d'évaluation, cette obligation de certification de la formation. Donc, et continue à redonner cette couleur très normative. Tu es bon, tu es pas bon, etc. Or, la vraie transformation aujourd'hui dans la formation, c'est que ce modèle-là, eh ben, il faut essayer de l'oublier. OK. Et
j'essaie d'attraper la balle au vol, de suivre ton propos. C'est on est en train de passer d'un paradigme où je me forme, j'ai un diplôme, donc une valeur et c'est gagné entre guillemets, où je l'ai pas eu et je suis nul. On passe d'un paradigme comme celui-là à un monde dans lequel en fait déjà la fréquence à laquelle on est invité à se former, elle est beaucoup plus courte, beaucoup plus rapide et avec quelque chose de beaucoup plus poreux peut-être que formation, diplôme, voilà quoi. Tout à fait. Et avec une chose absolument essentielle, c'est, de réussir à faire la différence entre, le savoir, et le savoir-faire. Le savoir qui est sans doute indispensable, le savoir, ou les savoirs qui amènent à des capacités. Ah oui, OK, on a évalué, je suis capable de faire les choses. La preuve, j'ai suivi une formation, à la fin, j'ai fait le test et on a certifié que j'étais capable. Mais, ça ne représente pas la compétence. La compétence, c'est réellement ce que je vais mettre en œuvre et cette compétence-là, elle nécessite au contraire de faire du transfert dans la situation de travail, de s'en servir, de la répétition, et ça, c'est de la formation. Et alors, c'est là où on y arrive, et c'est ça qui est fabuleux, c'est que le savoir aujourd'hui, parce qu'on arrive à notre sujet, notre savoir porté par les médias, porté par un accès immédiat grâce à l'IA, parce qu'on peut aller chercher de l'information, chercher du savoir à tout moment, eh bien, on se rend compte que la valeur, elle n'est plus dans le savoir. Elle n'est plus dans cet accès, même si tout à l'heure on en parlera, aller le chercher, ça demande aussi des compétences et c'est Oui, pas voilà ce sera notre conclusion d'ailleurs de ce sera notre petit challenge pour les auditeurs et ouais. mais que ce qui compte, c'est bien au-delà de ça, c'est qu'est-ce que j'en fais et comment je me l'approprie, comment je le mets en œuvre. Parce que c'est simplement là qu'il va y avoir une compétence à naître. Et c'est là que va se centrer la formation en tant que telle, qui n'est plus d'aller diffuser du savoir. Donc l'image du sachant qui est sur scène ou qui est devant sa caméra avec les auditeurs, les apprenants qui sont passifs chez eux sur leur ordinateur à écouter quelqu'un, ça ne marche plus. C'est plus ça former. C'est d'aller mettre en œuvre, de faire une activité qui va me permettre d'utiliser un savoir que j'ai eu reçu, quelle que soit la manière, pour le mettre pratiquement en œuvre. Et ça, c'est développer les compétences. Et c'est ça qui est génial. Parce que ça peut se faire au fil de la journée sur son smartphone, parce que j'ai reçu une notification qui me dit, tiens, Yannick, essaye de faire ça. Tiens, dans ta réunion là, prends la parole de telle manière, fais une conclusion de telle manière, bref, fais quelque chose. On va me demander d'aller mettre en œuvre quelque chose. Et chaque semaine ou chaque jour, je vais avoir comme ça des indications qui vont me permettre petit à petit de transformer ma posture, de transformer mon mode d'action. Et c'est là que je vais réellement développer des compétences. Parce que on me demande de faire ce transfert. Donc, on me propose une activité pédagogique de mise en œuvre qui, elle, est seulement la condition de développement des compétences. Super intéressant, j'ai jamais vu les choses comme ça. Je j'essaie de te reprendre juste pour moi-même et peut-être aussi pour certains auditeurs qui, comme moi, auraient besoin de rassembler toutes ces infos. Ce que j'en comprends, c'est que au fond, la partie savoir, oui, elle a été remplacée et elle est en train de se faire remplacer par l'IA et que l'enjeu du moment est dans l'action, dans l'expérimentation, dans l'appropriation par la pratique. Et par la confiance en soi, peut-être moi tu vois, je suis très sensible à cette notion de confiance qui génère de l'action, qui génère plus de confiance, qui génère plus d'action. Bref, j'ai l'impression que donc ce que tu nous dis, c'est que le changement du moment, le cœur de notre sujet, il est dans cette bascule de l'enjeu n'est plus de te former pour avoir un savoir, l'enjeu est de te former pour être en mesure d'utiliser des nouvelles compétences, quoi. Pour de Tout vrai. à fait. Absolument, OK. absolument. Et dans ces nouvelles compétences, là, tu touches du doigt quelque chose de clé. C'est que on oppose très souvent les hard skills, les compétences techniques, avec les soft skills, les compétences relationnelles et sociales et comportementales. Ça porte plein de noms. Moi, je les appelle aussi les compétences
transversales parce qu'on va les retrouver partout. Oui. Et dans cette opposition-là, on dit oui, non, attention, ce qui compte, c'est quand même les hard skills parce que on va voir si la personne est capable de réellement faire quelque chose. Et souvent, c'est ce qui va justifier d'aller mettre en place des dispositifs de formation qui sont exclusivement centrés sur les hard skills. Et on va dire, bon, les soft skills, d'accord, on nous dit que c'est important, donc on va aller mettre en place une formation à la créativité ou une formation à la communication. Tiens, allez, un séminaire de communication, Prise de parole en public. la parole en public, Ouais. on va aller, Le tiens, faire leadership. voilà, des choses qu'on va traiter comme ça, à droite à gauche, en disant: «Ça y est, on a éliminé le problème, mais ce qui compte, c'est bien les hard skills» et pour pouvoir monter des hard skills, on va aller construire des dispositifs dans lesquels on va là aussi utiliser l'IA, de plus en plus. Pourquoi? Parce que attends, depuis plus de 10 ans, on utilise l'IA dans la tech. Pourquoi faire? Par exemple, pour pouvoir faire ce qu'on appelle de l'adaptive learning. L'adaptive learning, c'est aller construire des parcours de formation individualisés qui vont se faire en fonction du profil de l'apprenant, de ses objectifs, de ses prérequis ou de ses préacquis et de manière dynamique en analysant ce que la personne fait. Pour dire: «Tiens, là, il se débrouille très, très bien là-dessus, donc on va lui poser des questions ou lui donner des contenus qui vont lui permettre d'aller plus, vite, droit au but» et cetera. Donc ça, cette notion d'adaptive learning, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que ça répond à un des besoins dès le début de l'usage de la technologie dans la formation. Donc on remonte dans les années 90 à ce qui à l'époque s'appelait la formation ouverte et à distance, la FOAD, dans laquelle on disait ça va répondre à l'individualisation, aux besoins d'individualisation, parce que maintenant, quand par exemple je fais passer un CAP, je forme des gens à un CAP de boulanger, eh bien j'ai des gens qui sont avec du bac-5 et j'ai des gens qui ont le master qui sont dans le même CAP. Parce que les métiers de bouche eh bien, recrutent de manière extrêmement large. Je ne vais pas former ces personnes-là de la même manière. Donc, grâce à l'adaptive learning, je vais pouvoir aller faire un distinguo et chacun va y retrouver son compte. Mais, ça, c'est très bien, c'est très positif. Mais aujourd'hui, on arrive à une limite de ça. Pourquoi? C'est que, à vouloir individualiser les formations de tout le monde, on va dans une cohorte, dans un groupe d'apprenants, on va faire que chacun va aller à son rythme, travailler les choses tout seul en fonction de ce que l'IA, avec la plateforme, va nous pousser comme contenu, en fonction de ce que l'on préfère, etc., etc. Autrement dit, on est en train non plus simplement d'individualiser la formation, mais on est en train de faire ce que les algorithmes font extrêmement bien sur tous les réseaux sociaux, de construire des bulles d'apprentissage pour chacune des personnes. En disant, ben voilà, tu te formes dans ton coin tout seul, Mmh. tout seul, tout seul. Mais attention, est-ce qu'il y a encore un métier dans lequel on travaille tout seul? Si se former, c'est être au plus proche de la situation de travail, il n'existe plus aucun job dans lequel on n'est pas en relation avec les autres. Si se former, c'est tomber dans l'individualisme et non plus l'individualisation, on est en train de basculer et de faire croire aux personnes qu'il suffit qu'ils se forment, oui, à la manière de faire le pâton de pain et de le mettre au four. Mais ce qui va faire la différence pour le boulanger après et ce qui va faire que la personne, lorsqu'elle va être embauchée, on va la garder ou on va lui dire immédiatement: «Ben non, désolé, tu es très bon techniquement, mais tu es insupportable, mais tu ne partages pas les valeurs de la boîte, mais tu, n'as pas cette capacité à pouvoir communiquer, à pouvoir, être, en relation avec les autres» et on est bien dans ces questions clés et ces compétences clés de l'employabilité qui sont les soft skills.
créativité, communication, coopération, esprit critique. Si on n'a pas ça, on ne peut pas travailler. Donc, ça veut dire qu'aller uniquement dans l'individualisation d'un parcours de formation, c'est amener des gens dans le mur parce qu'on leur fait croire comme le reste, chez eux, ils vont regarder sur Netflix ce qu'ils aiment, ils vont écouter la musique qu'ils aiment, ils vont se former tout seuls, là aussi, alors que cette dimension de la solitude n'existe pas dans le monde du travail et que donc, là, on le voit, l'IA utilisée uniquement pour créer de l'individualisation, ça peut, si c'est poussé à son paroxysme et sans qu'il y ait d'autres éléments qui soient mis à côté, quelque chose qui peut être tout à fait dangereux. Donc, j'en reviens à cette notion fondamentale, c'est que quel que soit le contenu de formation qu'on est en train de faire, il faut en même temps le faire en utilisant ses compétences transversales. Parce que se former, c'est se former avec et par les autres. Et on peut se former sur le lieu de travail, on peut se former avec les autres qui deviennent ses pairs. Se former par les pairs, c'est quelque chose qui se développe énormément. Tout ce qui va permettre d'être au plus proche des réalités du monde du travail, ça va être des facilitateurs de la formation et on va de ce fait arrêter d'opposer soft skills et hard skills, mais au contraire, et ça c'est la responsabilité des métiers de la formation, donc des formateurs, de l'ingénierie de formation, qui est de dire, quelle que soit la formation que je fais faire à quelqu'un, je dois en même temps, par les activités pédagogiques que je lui propose, être en train de lui faire se développer l'esprit critique, la communication, la coopération, etc., la créativité, parce qu'il en aura véritablement besoin, qu'il soit en train de travailler sur Excel ou qu'il soit en train de construire un mur, il doit savoir bosser avec les autres et je dois, moi, dans mes activités, dans mes exercices, le faire se frotter aux autres et utiliser ça. Là, on l'a pris sous le prisme de la formation et c'est bien normal parce que c'est déjà un peu la réponse au sujet et c'est ton métier et c'est aussi ton expérience. Et ce que j'en retiens, c'est qu'au fond, le savoir, on va dire savoir, savoir-faire, savoir-être. Le savoir, ça fait longtemps qu'il y a plus besoin de l'avoir parce que tu l'as sur Wikipédia. Le savoir-faire, c'est en train de se faire bouffer peu à peu par le machine learning. Euh, et il reste au fond, enfin, peut-être que je caricature un petit peu, mais euh, le message ici, ce que j'en entends, c'est de dire au fond, nos compétences humaines sont probablement celles qui vont le plus faire la différence demain. Si on en revient au cœur de notre question et qu'on se place cette fois-ci, non pas sous l'angle de l'avenir de la formation, mais de l'avenir du salarié, l'avenir du collaborateur ou de l'entrepreneur. Alors, qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager là-dessus, toi? Quel est ton feeling là-dessus? là, je vais d'abord, je spoil tout de suite et je donne un mot-clé d'entrée qui va vous dire, moi, quelle est ma vision et mon ambition. Je dis, l'IA générative, grosso modo, ne va remplacer personne. Bon, c'est faux, c'est pas vrai, ça va remplacer certains des métiers. Mais par contre, une chose est certaine, c'est que ceux qui utilisent l'IA générative vont remplacer ceux qui ne l'utilisent pas. Et la clé, elle est là. Ça veut dire que cet outil de l'IA générative, cet outil, il est présent, il est accessible et c'est pas une option de savoir de s'en servir ou de pas s'en servir. Parce que ça permet d'aller optimiser son travail en se déchargeant de tout ce qui était sans valeur ajoutée. Pour pouvoir, et c'est là où est la vraie question fondamentale, ce temps qui va être gagné, c'est pourquoi en faire? Est-ce que c'est pour faire plus? Et dans ce cas-là, on est en train de devenir le hamster dans la roue. Et là, ça va être terrible parce qu'il va y avoir une accélération de se débarrasser de tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée pour faire plus, 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 plus. Et on perd le sens. Et là, on va tous devenir fous. Ou au contraire, se dire, c'est 80% de temps dans ce que je fais que l'IA générative va me faire gagner très vite.
c'est pour pouvoir me recentrer sur ce qui est irremplaçable, sur ce qui est vraiment le cœur de mon métier et le cœur de ma place sociale. Et là, c'est totalement centré sur de l'humain, c'est totalement centré sur des choses qui sont irremplaçables. L'OCDE avait justement, il y a déjà 5 ans, fait une étude sur les métiers de l'avenir et sur ces compétences de l'avenir en disant, ben voilà, on n'est pas capable de dire quels seront les métiers clés d'ici 2030 parce que ça va très très vite, parce que ça se remplace. Ok. Par contre, on est capable de parler des compétences clés. Et ces compétences clés, ben, on retombe sur créativité, communication, coopération, esprit critique et résolution de problèmes complexes. Parce que ça, Attends, tu le tu le fais comme quelqu'un qui est dedans depuis 30 ans. Non, vas-y, s'il te plaît, bon, un peu plus ça, c'est hyper intéressant. C'est quoi justement pour toi ces quelques éléments clés là, eh bien, si on les prend dans le... créativité, communication, coopération, esprit critique, résolution de problèmes complexes. Ce sont les compétences clés vraiment que l'OCDE dit, ces compétences sont les compétences clés de l'employabilité. C'est-à-dire qu'on va aller chercher les gens autour de ces compétences-là. Parce que les compétences techniques, on va après pouvoir faire monter les personnes en compétences très facilement. Ces compétences-là, elles sont pas faciles à développer, comme je disais déjà tout à l'heure. C'est un travail de fond. Et donc, ces compétences-là ne seront pas remplacées par la créativité parce que je vais reprendre l'exemple de l'IA générative aujourd'hui parce que on est abreuvé d'images d'IA générative. Et on dit, mais regarde, mais non Yannick, l'IA générative fait de la créativité. Non, non, l'IA générative ne crée pas. L'IA générative, elle réassemble. Donc, elle réassemble en permanence, mais elle n'invente rien. Elle réassemble que des éléments connus qu'elle va mélanger de manière différente, mais elle ne crée pas. D'ailleurs, j'ai fait moi un post le LinkedIn là-dessus, tellement ça m'insupporte. Moi, j'ai développé une compétence particulière et je me rends compte à la lecture de mes 20 000 followers et à tous les commentaires que ça a suscité, qu'on est nombreux à l'avoir développé, cette compétence, c'est avec le feeling, je suis capable de retrouver immédiatement si une image est créée par l'IA générative ou pas. C'est-à-dire que c'est insupportable. Et c'est pas l'histoire des 5 doigts ou des 6 doigts, etc., comme il y a eu il y a 1 an et demi. Non, non, c'est un état d'esprit qui ressort d'une image créée par l'IA générative. On voit, on sent en termes de feeling, d'intuition, qu'il y a quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est, qui est toujours qui est toujours flou, qui est toujours et moi qui me met vraiment mal à l'aise. Qui est pas très... Il y a peu de parti pris. Ah, En fait, en général. c'est le propre même, il y a jamais de Ouais. parti pris, hein, ou alors mais on est dans toujours quelque chose, qui, dont on qui n'a rien à voir avec, la créativité d'un graphiste, d'un photographe, d'une personne dont c'est le métier, qui a un angle, un point de vue, qui, et qui a son style. L'IA générative ne va pas créer un style, d'accord? Par contre, elle recycle les styles créés par les autres, et cetera. Donc, voilà, cette notion de la créativité, c'est fondamental, mais les autres compétences en termes aussi de coopération, le Ouais, sentiment ça humain. m'intéresse vraiment que tu développes les 4 ou 5 Ok, sans passer 20 minutes dessus, mais je pense qu'on a, tu vois, pour moi, c'est un peu, c'est des choses, on se doute bien qu'il y a de l'ordre de tout ça, mais spécifiquement, je trouve ça intéressant de les nommer parce que là, comme le sujet aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on ne devient pas obsolète? Ce que tu nous dis en substance, c'est commence par épouser l'outil. Comme quand il y a eu l'ordinateur qui est arrivé, tu as ceux qui ont épousé l'ordi, ceux qui ont fait de la résistance et qui se sont retrouvés aux oubliettes. bien Ok. sûr. Bon, Oui, épousons l'outil. Puis, vas-y. tout à fait. Mais et on reviendra dessus sur l'épouser l'outil, parce que de toute façon, l'outil est là. On peut pas faire comme s'il n'était pas là. Et ça Oui. serait une erreur. Ça serait une guerre perdue d'avance de dire oh, hop, 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 hop. Attention, c'est dangereux. Je veux pas y toucher. Non, non, il est là. Ce qui est fondamental, mais on en reparlera, c'est justement de connaître quels sont ses dangers, quelles sont ses limites, etc. Donc, Ouais. deuxième compétence, la coopération. La coopération, ça c'est fondamental, puisque encore une fois, on ne travaille qu'avec les autres. On ne vit qu'avec les autres. Ou alors, il faut partir sur une île déserte et il y en a plus. Donc, on ne peut que fonctionner dans l'interrelation humaine.
Et l'interrelation humaine, ça nous amène plus vers la psychologie, sur la systémie, sur la sociologie. Et ça, ce sont des domaines qui ne seront pas remplacés par l'IA générative, d'accord? On est sur comment est-ce que et dans le management, c'est bien la question première. Comment je suis en relation? Comment est-ce que je suis dans l'empathie, dans l'écoute, dans la compréhension, dans l'intérêt pour l'autre? Ça, c'est fondamental. 9 fois sur 10, quand quelqu'un est en période d'essai et qu'on lui dit stop, tu ne vas pas aller au-delà de ta période d'essai, ce n'est pas pour un problème de compétences techniques. C'est Mmh. pour un problème de manque de partage des valeurs et de savoir-être relationnel, social avec l'entreprise. Et d'ailleurs, les gens quittent leur boîte à cause de leur manager plus qu'à cause de leur métier. Ça, c'est pas un scoop. Et au fond, c'est le même sujet. Bien Euh, entendu. c'est de l'humain. Un pervers narcissique, quelqu'un d'un travaillomane, je sais pas quoi. Bref. Ben oui, Ouais, ouais, c'est vrai. c'est l'humain qui est là et qui est fondamental et qui ne sera pas remplacé. Au contraire. La Ok. troisième dimension, c'est, alors là, c'est fondamental, l'esprit critique. Et alors là, ça me permet d'ailleurs de parler de l'IA générative, tout particulièrement. Faut revenir à la base. Qu'est-ce que c'est que l'IA générative? L'IA générative, c'est dans le fonctionnement, c'est de la statistique qui permet d'aller assembler des mots sans en connaître le sens, mais parce que la probabilité que les deux mots aillent ensemble est la plus grande, d'accord? Ça reconstruit, c'est ça les LLM, les modèles qui sont construits, c'est la probabilité que ça aille bien ensemble. Et de ce fait, c'est un extraordinaire moteur de développement des stéréotypes, puisque c'est basé sur cette notion même du stéréotype de sans doute que quand je parle de personnel soignant dans un hôpital, si je parle de ceux qui sont docteurs, eh ben ça sera un mec, et que si je parle de ceux qui sont infirmiers, eh ben ça sera une infirmière, etc., etc. Et alors, ça marche au niveau aussi racial, ça marche à tous les niveaux. C'est vraiment quelque chose dans lequel, si on ne fait pas attention, on est mais broyé par des stéréotypes dans lesquels on va nous embarquer. Si on n'a pas cette capacité d'esprit critique pour pouvoir en permanence se dire ce que me fournit l'IA générative, c'est de la matière brute qui, euh, qui en soi, a priori, n'est pas trop fausse. Attention, il peut y avoir aussi des hallucinations et des choses totalement à côté de la plaque. Euh, mais cette matière, je ne dois en aucun cas l'utiliser telle qu'elle, mais ça me permet d'avoir 90% de mon travail de fait sur lequel je vais pouvoir mettre mon style, mon esprit critique, ma créativité, ma vision, mes idées, Collaboration. ben, tous ces éléments-là pour pouvoir en faire mon produit à moi. D'accord? Et qu'à ce moment-là, j'en ferai quelque chose d'intéressant. Mais cet esprit critique, c'est pas une option. Il faut l'avoir toujours beaucoup plus. Et il faut avoir cette capacité de dire non, non, ça, je vérifie mes sources. Ah, est-ce que j'utilise un outil d'IA génératif qui me dit où, d'où proviennent ce qu'il m'a proposé? Non. Eh bien, si on ne me dit pas d'où sont les sources, j'ai forcément un gros doute. Et ChatGPT, eh bien, ne donne pas ses sources, à la différence d'autres outils d'IA générative tout aussi puissants qui, eux, donnent leurs sources, par exemple. Donc, voilà. C'est ces éléments-là qui sont vraiment essentiels à garder en tête. Donc, on était sur l'IA Esprit générative, critique. Ouais. pardon, l'esprit J'étais sur critique, l'esprit critique, ouais. et il me manque après la communication. Ben là, la communication, là-dessus, on va dire que c'est peut-être de toutes les compétences garantes de l'employabilité, celle qui a le plus le vent en poupe depuis longtemps, puisque ça fait quand même déjà des années qu'on a compris que bah oui, être manager, c'est aussi savoir communiquer. Être chef de projet, ben oui, l'essentiel, c'est aussi de savoir communiquer avec toutes ces parties prenantes et avec les collaborateurs, etc. Bref, qu'il n'y a pas là non plus un seul job dans lequel il n'y a pas de communication. On est vendeur dans une boulangerie, eh bien, c'est d'abord de la communication. C'est d'abord la manière d'aller et accueillir et faire attention aux personnes qui comptent. Bref, cette communication, elle est fondamentale. Il y a qu'à voir aussi au niveau
des élèves, hein, maintenant, comment, avec le grand oral, au niveau du bac, on s'est bien rendu compte, bah oui, que c'était absolument fondamental d'aider et d'apprendre à communiquer, de se servir de ça. Ce qui est très intéressant aussi, au travers de ça, c'est que, tous ces éléments-là remettent en cause complètement la manière dont on a évalué, l'éducation et la formation pendant des siècles et des siècles et qui explose complètement aujourd'hui. Parce que, maintenant, c'est plus le livrable, c'est plus simplement le devoir, c'est plus, c'est juste la note qu'on va donner comme ça, mais c'est justement de remettre dedans cette capacité à communiquer, à le partager et à se comprendre soi-même, c'est-à-dire se dire: «Ah tiens, et si mon devoir je l'ai fait, si mon mémoire, si même ma thèse, je l'ai faite avec l'IA générative et je serais bête de ne pas l'avoir fait et de ne pas l'avoir utilisé, eh bien, je dois être capable non pas simplement de donner mon mémoire à être noté, mais je dois être capable aussi d'expliquer comment j'ai utilisé l'IA générative, là où ça m'a aidé, ce que ça m'a apporté, et je dois être capable surtout de parler de moi et de dire qu'est-ce qu'au travers de ce process que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai appris de moi? Comment est-ce que j'ai grandi moi au travers de ça? Qu'est-ce que j'ai compris et comment ça m'a changé moi dans ce que je vais devenir? Parce que au niveau du métier, c'est ça ce qui va être utilisable. C'est pas le fruit de son mémoire. C'est comment je me suis transformé moi en apprenant. Cette dynamique que j'ai créée en moi, je serai capable de la voir au cours de ma carrière et dans mon emploi, je vais continuer à le mettre en œuvre. Moi, ce que tu me dis, ça me pose question sur un aspect. Hem, j'ai le sentiment qu'une partie d'entre nous se définit de façon globalement un peu touche à tout. Dans ce podcast, j'appelle ça plutôt un profil généraliste, qui vont être attirés par des fonctions très transversales de management, d'entrepreneuriat, de gestion de projet, qui vont bien souvent culpabiliser de pas avoir leur truc à eux, mais qui ont un gros potentiel de pouvoir tout faire partout et pour qui tout ce que tu dis fait complètement sens. Au fond, c'est va encore plus loin là-dedans. En épousant aussi les outils, d'IA, mais garde ces compétences-là, humaines au fond, qui sont pas techniques. Mmh. Mais il y a aussi un pan de personnes qui aiment leurs compétences techniques et qui aiment pas manager, gérer des projets, collaborer et qui se voient plus soit comme des experts, soit comme, j'ai pas l'autre mot d'ailleurs, mais tu vois? Qui disent: «En fait, moi, au fond, non, je suis pas sûr d'avoir envie de collaborer, d'avoir envie de manager, d'avoir envie, de sortir de ma technique, en fait». Et pour moi, tu as tout un pan de personnes, tu vois? Je pense à un profil de contrôleur de gestion, heu, une femme avec qui je discutais il y a quelques mois et qui me disait: «Bah, à chaque fois, on me propose de devenir DAF. Non, j'ai pas envie moi. J'aime bien, faire mon truc» et du coup, je peux pas m'empêcher de me dire: «Bah, ouais, mais ça, c pour le coup, il y en aura plus besoin bientôt» et tu vois, quelle réponse pour des personnes qui disent: «Bah, non, moi, j'ai envie de rester expert. J'ai envie d'être dans de la technique, pas dans du transversal». Enfin, tu vois mon point? Ouais, oui, oui, mais l'expert, il est expert, alors on est expert d'un contenu, mais on est expert au service d'une entité. Parce que l'expert en tant que tel, il sert à rien. L'expert, il sert pour apporter son expertise à, une organisation, à un groupe, pour, le partager avec des personnes qui vont se servir de son expertise et Oui. c'est là où se va se passer la chose. C'est qu'avoir son expertise, très bien, mais oui, ça peut être en danger, ça peut être mis en danger par l'IA, si on est strictement centré que sur son expertise. C'est comment je mets mon expertise au service de du projet, des enjeux, de ce qui se passe autour et la valeur de la personne est non pas dans sa maîtrise simple de son expertise, mais dans sa capacité à la partager avec les autres. Si on se reste centré sur l'expertise, là, on se met en danger. Oui. OK. Heu, Ouais. un des métiers alors c'est là où, hein, on le sait, hein, c'est la première révolution qui touche d'abord l'école blanc avant l'école bleue et c'est ça ne s'est jamais vécu par le passé. D'habitude, toutes les révolutions industrielles ont attaqué l'école bleue et l'école blanc ont été protégées. Là, on est à l'inverse et c'est là où est le vrai, vrai gros danger, hein, aujourd'hui.
C'est que si on reste centré sur son expertise pure et dure, on se met en danger. Les premiers, par exemple, c'est dans le monde du légal. Parce que là, dans le monde du légal, l'IA générative, elle fonctionne très bien. Puisqu'on est dans de la statistique, on est dans de l'étude des textes, Jurisprudence, la de texte, oui. jurisprudence. Eh bien, quelqu'un dont son expertise est strictement dans cette capacité à aller rechercher les éléments pour pouvoir dire voilà ce que vous devez faire ou pas, sans rentrer dans la dimension humaine, sans être dans tout ce qui fait partie normalement justement du job de quelqu'un qui travaille dans le monde du droit, c'est de s'intéresser à l'autre, c'est d'accompagner l'autre. Eh bien, là, il va y avoir un danger. Oui, oui, oui. OK, ça éclaire, mon point. Merci et il nous reste peut-être en vitesse 2 chapitres que j'aimerais couvrir avec toi, si tu as Oui. encore 5 minutes. Oui. Le 1er, ce serait vraiment d'aller dans le spécifique. Oui et je vois que ça réagit un petit peu sur le chat. N'hésitez pas à poser vos questions et on essaiera d'y répondre au mieux dans le temps imparti. Pour l'instant, c'est pas des questions, c'est plutôt des commentaires. Hem, mais n'hésitez pas si vous avez des questions pour Yannick, c'est l'occasion. Moi, j'avais simplement, 2 points. Le 1er, c'est d'un point de vue très spécifique, si on est dans du concret, qui est une des promesses de Trouver sa voie, c'est d'essayer d'amener vraiment du concret. Ouais. Hem, Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des gens qui disent: «OK, tu m'as convaincu. Je vais épouser l'outil, premièrement. Dans mon boulot, je vais essayer de l'épouser un peu plus, que je sois en vente, en management, en production, et cetera et je vais travailler mes 5 ou 4 piliers, que l'IA ne remplacera jamais». OK, tu m'as convaincu. Bon, OK, so what? Concrètement. Alors, so what? Déjà, une des choses dont on n'a pas parlé du tout, où on l'a juste évoqué, c'est, OK, il faut que je m'y mette et il faut que j'aille utiliser l'IA parce qu'on ne peut on ne peut comprendre un outil que si on s'en sert. Donc, il faut là passer à l'acte tout de suite. Il faut, arrêter d'être dans le fantasme et d'être simplement en train de lire, les articles et écouter, ceux qui en parlent. Heu, je vous invite tous réellement à prendre un outil et à vous en servir. Moi, l'outil que je vous conseille, c'est Perplexity. Perplexity.ai. Pourquoi? Parce que c'est un outil d'IA générative qui donne les sources et qui dit vraiment toutes les sources qu'il a utilisées pour pouvoir vous produire quelque chose. Mais la deuxième chose, c'est qu'une fois que je me suis mis sur cet outil, il faut que j'essaye de faire. Euh, Rédiger un prompt, c'est quelque chose ou plutôt, donc un prompt, c'est la commande, hein, que je vais passer sur cet outil, hein. Comme quand je suis dans la barre de recherche de Google, je vais là, on peut dire que c'est un prompt. Je lui dis ce que je veux chercher. Eh bien, dans l'IA générative, c'est quelque chose qui est tellement fort qu'il ne faut pas imaginer que l'IA générative va nous donner une réponse géniale à une question que j'ai posée qui, elle, est, une question absolument, banal, ça peut pas marcher comme ça. Donc il y a une méthode pour poser, ces questions et cette méthode, elle est très, très simple. Je vais vous les donner, vraiment de manière, résumée si vous l'avez jamais fait. D'abord, il faut, vraiment, lui dire dans quel rôle on met l'IA générative. Je veux que la réponse que tu vas me donner, ça soit en tant qu'expert, en tant que journaliste, en tant qu'humoriste, en tant que poète, bon, j'en sais rien. Tout est possible. Et il faut lui dire, vous qui vous êtes, vous, de quel point de vue vous êtes quand vous lui demandez ça. Parce que dans quelle situation vous êtes, pourquoi vous lui posez cette question-là. Si vous ne donnez pas ces éléments-là, le contexte ne sera pas bon et du coup, la réponse que vous aurez ne sera pas bonne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut que vous lui expliquiez réellement ce que vous attendez comme résultat. Je veux que tu me donnes ça sous forme d'un tableau. Je veux que tu me le donnes sous forme d'un plan d'action. Je veux que ce soit de l'inspiration. Voilà, il faut être très précis dans ce que vous voulez lui demander comme tâche. D'accord? Je veux que tu me résumes. OK. Et dans les autres éléments, il va falloir que vous ajoutiez vraiment toutes les contraintes. Est-ce que je veux pas que tu parles de ça? Je veux que tu te centres sur ça. Je veux que tu ailles sur, que tu précises réellement telle question. Et enfin, il faut que vous précisiez quel est le format de ce que vous attendez.
ce que tu vas me livrer, je veux que ça soit avec dans tel style, je veux que ça soit sous telle longueur, je veux que ça fasse une page, 2 pages, je veux que ça soit en 10 lignes. Est-ce que je veux que ce soit sous forme de liste à points? Est-ce que je veux bref, et vous pouvez même lui fournir des exemples. Et surtout, et c'est le dernier point, il faut ne pas se contenter de ce que l'IA générative va vous fournir en une fois. C'est un processus de dialogue récurrent dans lequel vous allez pouvoir reposer, dire tiens, ok, merci pour ça. Est-ce qu'il y a moyen d'éliminer ça? Est-ce qu'il y a moyen de préciser ça? Est-ce que il faut vraiment aller en disant tiens, j'aime bien ça parce que, mais par contre, j'aime pas cette partie-là par ça. Bref, vous pouvez comme ça aller approfondir ce qu'il vous présente. Et surtout, une fois que vous allez avoir obtenu le texte, les éléments qui vont être fournis, eh bien, vous allez en prendre comme de la matière première. Et là, vous y mettre vos idées, y mettre votre style, votre point de vue, etc. Si vous faites ça, vous allez comme ça réussir à voir la puissance incroyable de ce que ça vous donne, voir comment vous allez gagner du temps, même si au départ, vous n'allez pas gagner du temps parce que vous allez apprendre et vous allez développer vos compétences pour être capable d'utiliser l'IA générative. Donc au début, ça va vous consommer du temps, après, ça va se balancer et après, vous allez réussir réellement à vous en servir de manière efficace. Donc ça, vraiment, je vous invite à le faire pour déjà comprendre et démystifier ce que c'est. Vous allez être bluffé et au fur et à mesure que vous allez être bluffé, vous allez dire ah oui, mais attention, attention au niveau de l'éthique, attention au niveau des stéréotypes, etc. Et après, vous allez prendre du recul et vous allez vous en servir comme de n'importe quel outil et développer cette maîtrise de votre usage de l'IA générative. C'est intéressant dans ce que tu dis. Tu vois, j'ai jamais pensé à apprendre à prompter. Et en fait, je crois que c'est un peu comme apprendre à utiliser un ordi. Et au fond, c'est un point intéressant. Je pense qu'il doit exister des mini-formations ou Il y des a tutos plein de intéressants. formations. Tout à fait, plein, plein, Et, plein. et je trouve qu'on a vite tendance à snobber ce point en disant, bah, ça, c'est juste une ligne de texte. En fait, Non. ce que tu dis nous invite à aller un peu plus loin, je trouve. Oui, oui. On ne peut pas avoir de bonnes réponses si on ne pose pas de bonnes questions. Le métier de journaliste n'existerait pas sinon. Ouais. Alors, on a une question ici de Gaël qui nous dit, si le col blanc est plus menacé et si je suis pas ouvert à l'IA, y a-t-il des alternatives? Euh, Ah, c'est des genre, alternatives. attends. Non mais pour moi, quand tu dis Gaël, je ne suis pas ouvert à l'IA, euh, euh, il faut, moi, mon conseil, c'est va voir, ne serait-ce que pour comprendre. C'est-à-dire que même si tu ne veux pas t'en servir, il faut comprendre réellement ce que ça fait parce que si ça ne te transforme pas toi, ça va transformer les autres autour de toi. Et encore une fois, quand je dis l'IA générative, elle va peut-être pas vous remplacer, mais ceux qui l'utilisent vont vous remplacer. C'est parce que ceux qui l'utilisent vont pouvoir avec le bénéfice tant que ça va leur faire gagner, ils vont pouvoir se recentrer sur ce qui toi te motive et te plaît le plus dans ton travail. Donc, ne te fais pas menacer par tes collègues qui, eux, vont s'en servir, qui auront bien plus de disponibilité pour pouvoir faire des choses qui sont celles qui sont les plus valorisantes, les plus passionnantes. Donc, je pense que et franchement, faut pas imaginer que c'est une machine qui va vous remplacer, mais par contre, vous allez vous gagner en puissance pour vous permettre d'aller bien plus dans ce qui vous passionne, vous. Donc, recentrez-vous sur ce qui vous anime. Si pourquoi est-ce que je fais ce job? Qu'est-ce que j'aime faire dans ce job? Eh bien, ok, j'ai la possibilité, grâce à l'IA, de me recentrer sur ça et de me débarrasser de tout ce qui me consomme du temps de manière pas très passionnante aujourd'hui. Ma deuxième question, c'était les ressources spécifiques auxquelles tu peux penser et tu serais OK pour nous partager sur le deuxième volet, les fameux top 4, top 5 piliers de Ouais. compétences humaines. Alors, là, Plus ce que compliqué je peux peut-être. dire,
Non, mais ce que je vais dire, ça fait partie des mes grands coups de gueule là-dessus, c'est de dire, la pire des choses, c'est de croire qu'on peut se former à la créativité, à la communication, à la coopération, à l'esprit critique, en allant faire des stages de communication, coopération, esprit critique, créativité. Ça ne marche pas comme ça et ne tombez pas dans cette illusion consumériste qui serait de croire que il suffit d'aller se faire le stage de ceci, de cela pour pouvoir, ça y est, y être. C'est pas ça. C'est au contraire d'aller choisir dans les actions de formation qu'on vous propose, parce que vous êtes dans des organisations, on est encore avec des responsables de formation qui disent tiens, au fait, tu as le droit à tant de formation, etc. Je vais t'inscrire à ça. C'est de faire le distinguo entre les organismes de formation qui vont rester prisonniers d'un mode de formation descendante, uniquement sur des choses très classiques, donc centrées sur les hard skills, mais au contraire d'aller privilégier des modes de formation dans lesquels on a la garantie que oui, le formateur, l'organisme de formation a intégré cette nouvelle façon de fonctionner. Dans sa pédagogie, quoi. Dans sa pédagogie. Ça va être la base de sa pédagogie, que tout ce qui va se passer pendant le stage, pendant la formation, va être sous forme d'ateliers dans lesquels on est en train d'apprendre avec les autres, dans lesquels on va avoir à produire, dans lesquels on va aller développer des controverses, dans lesquels on va avoir vraiment à être acteur de sa formation. Et quelle que soit la formation, on doit avoir cette garantie qu'on est en train de faire ça. Ok, donc non pas le contenu d'un job ou d'une formation qui va nous faire grandir, mais la façon de le faire et de le vivre. Tout à fait. L'ingénierie pédagogique. L'ingénierie qui est derrière. Okay. Tout à fait. On a déjà bien dépassé. Alors, peut-être juste en une phrase, quel challenge tu donnes à nos auditeurs qui veulent faire un pas de plus concrètement? C'est pour toutes celles et ceux qui ne se sont pas encore allés dessus, je vous dis, mettez-vous sur Perplexity, ça finit avec un y.ai, allez là-dessus, c'est gratuit, ça va vous permettre d'aller vous interroger sur tout ce que vous voulez. Vous allez pouvoir lui fournir du contenu et vous allez voir ce que peut vous fournir un outil très simple, extrêmement puissant, de production d'idées, de production de contenu, de tout ce que vous voulez, mais passer vraiment du fantasme ou de la peur, de la crainte à la connaissance réelle. Donc, mettez-vous sur perplexity.ai et faites vos expériences, expérimentez, soyez là-dessus. Vous allez apprendre à utiliser, vous allez vraiment devenir ceux qui sauront après pouvoir argumenter sur voilà ce que ça peut m'apporter, voilà quels sont les dangers, voilà les limites, mais vous saurez de quoi vous parlez. Donc faites-le et vous allez voir, ça va changer votre vision de votre positionnement par rapport à l'IA générative. Et encore une fois, gardez cette idée de vous recentrer sur ce qui vous anime et qui ne sera jamais remplacé par l'IA générative. Merci Yannick. Et en conclusion de la conclusion, je voudrais juste citer ici Samuel Durand, qui a fait un reportage. Alors, j'ai pas encore vu, mais j'ai vu une interview de Samuel hier qui parle de ce reportage. Et le reportage s'appelle Who Runs the Office et s'intéresse vraiment au futur du travail dans une ère post-IA, enfin une ère d'IA. Et je crois que c'est plutôt quali, donc je vais le citer ici et le remercier pour son travail. Et raccrochons le micro parce que ça fait déjà bientôt 1 heure qu'on parle. Et on aura encore des millions de choses à dire, mais ce sera peut-être pour une prochaine. Merci Yannick de ton temps. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et si vous avez besoin de conseils de carrière pour vous-même ou pour vos collaborateurs, vous pouvez me retrouver sur albanmas.com.